Comment ça va? J'ai pas mis le néon. Le néon, même s'il y a l'escalier, il y a quand même un néon derrière. Comment est-ce que vous allez? J'espère que ça roule pour vous, que ça roule chez vous, que tout va bien. Alors on va se parler de OnePlus, on va se parler du OnePlus 10T, nouveau smartphone. Alors je vous explique un peu l'histoire, mais en fait on va tout de suite commencer. Je vais rentrer franc de biais en vous disant que je suis un peu circonspect parce que j'aime beaucoup cette marque, je la trouve super intéressante et je continue de l'aimer parce que je continue à trouver que OnePlus fait des produits intéressants. Mais là, on sent qu'il y a un truc qui fonctionne pas trop, il y a un truc qui va pas et je pense que ça vient du fait qu'il y a des parts de marché en moins, ça vient du fait qu'il y a des choses qui vont moins bien. On a un très joli smartphone mais il me frustre énormément. Je vous explique. Alors on y va, je vous explique, on commence par l'histoire, on commence directement par rentrer dans le dur, après je vous montrerai plein de trucs, le packaging, la boîte qui est sympa, on reste chez OnePlus, le câblage rouge, on reste chez OnePlus. Est-ce que vous connaissez les smartphones de OnePlus? Est-ce que c'est un truc qui vous parle? Est-ce que c'est une marque qui vous parle? Si c'est une marque qui vous parle, vous comprendrez très facilement de quoi on va discuter ici, c'est-à-dire que OnePlus a dû restructurer un peu des choses, notamment ici en Europe, parce que, eh bien, le marché évolue, parce que OnePlus c'était un, puis deux, puis quelques produits par an, mais pas plus. D'abord un smartphone par an, puis la déclinaison en T, puis ensuite la gamme Nord qui est arrivée. Et puis bon, on a vu qu'il y a de plus en plus de marques, de plus en plus de concurrence, ça devient très compliqué. OnePlus continue à être là, ils ont restructuré les choses, ils ont toujours très belles propositions basées sur une fiche technique très forte et très costaud. Mais ils se sont du coup plus rapprochés un peu de Oppo, ils sont oppoisés, ils font partie du même groupe BBK, mais ils sont plus rapprochés de Oppo sur beaucoup de choses. Et bon, ça me pose aucun problème parce que Oppo c'est une très belle marque, fabrique de beaux produits avec beaucoup de R&D derrière. Et quand vous aviez un OnePlus et sa déclinaison en T, vous aviez des smartphones très similaires, même s'il y avait quand même quelques petits changements qui venaient s'opérer. Et il y a un truc qu'ici je ne retrouve pas et qui tout de suite m'a fait tilt en me disant waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y est pas? Eh bien vous savez, c'est le petit slider. C'est-à-dire que en fait, si vous regardez ma vidéo du OnePlus 10 Pro, vous retrouverez comme sur tous les smartphones de OnePlus, sauf la gamme Nord, un bouton pour venir l'allumer, un petit slider qui vous permet de venir switcher entre sonnerie, vibreur et on désactive tout. C'est un petit truc, il n'y a que OnePlus qui fait ça et qui faisait ça et là on l'a pas, plus les boutons de volume de l'autre côté. Donc jusque là, on se dirait mais attends monsieur Greux, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est pas très grave. Non, bien sûr que non. Mais il y a une petite perte d'identité là-dessus. Alors, est-ce que la marque se dit, bon, écoute, les parts de marché, c'est quand même compliqué. Ce petit slider, il nous coûte cher à venir mettre parce que forcément, il faut venir découper, il faut venir le rajouter. C'est un petit truc en plus. Il y a un peu d'électronique, ça nous coûte cher. Si on le met pas, est-ce que ça va vraiment changer la donne? La réponse est probablement non. Mais quand on est technophile, qu'on aime la marque, qu'on aime cet univers du smartphone et qu'on ne voit pas ça, eh bien, on se dit, ah, c'est annonciateur de quelque chose et c'est un peu problématique. Et ça, pour moi, c'est très révélateur. Ce petit détail, le fait qu'on l'ait pas ici, c'est révélateur du fait que c'est un peu plus compliqué pour OnePlus, parce que bien qu'ils aient de super produits, c'est compliqué d'être présent sur le marché, et une fois de plus, d'être là, d'exister, et il faut faire des choix, il faut faire attention, maîtriser ses coûts, maîtriser ses marges, c'est pas toujours hyper évident. Ça, c'est le premier point. Et je dis ça parce que j'aime beaucoup la marque, parce que c'est une marque qui est là depuis quelques très bonnes années, et qui est toujours hyper sexy, et ce smartphone reste toujours sexy. Mais pour autant, vous voyez, je me dis, est-ce que la magie n'opère plus? Est-ce que la magie disparaît? Est-ce que la magie change de camp? Est-ce que la magie est différente? J'en sais rien. Ça reste un joli smartphone, mais ça me frustre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, vous l'avez peut-être vu l'année dernière, en 2021, lorsque le OnePlus 9 est sorti, on a eu un partenariat avec Hasselblad. Alors, il y a eu un truc un peu différent. On a eu le OnePlus 7, on a eu une édition professionnelle, 7 et 7 Pro, 8 et 8 Pro, plus les déclinaisons en T. Là, par contre, l'année dernière, on n'a eu qu'un OnePlus 9 et pas de modèle professionnel, et on n'a pas eu de modèle T, donc un seul smartphone sorti l'année dernière. Et cette année, on a eu un OnePlus 10 Pro, mais on n'a pas eu le OnePlus 10. Donc là, on se retrouve avec un OnePlus 10T, mais on n'a pas de OnePlus 10T Pro. Je vous ai pas trop perdu. Donc vous voyez, on voit qu'ils sortent pas tous les produits, ils en sortent quelques-uns, ils essayent de bien bosser dessus, de bien les marketer, de bien les distribuer pour pouvoir les vendre. C'est comme ça que ça marche. Évitez que ça leur coûte trop cher. Donc vous voyez, tous ces choix s'opèrent et fait qu'au bout, bien, on perd un peu d'identité de la marque avec un petit bouton slider dont au final, je pense tout le monde se fout, mais les gens qui aiment OnePlus, qui achètent OnePlus, eh bien c'est un petit truc qui peut manquer, on se dit, ah, il manque ce truc. Alors une fois qu'on est passé là-dessus, on va rester chez OnePlus, on garde la même identité. Alors ça, c'est l'énorme boîte pour les médias dans laquelle on vient retrouver bien évidemment le smartphone qui n'est pas là-dedans, qui est dans une poche un peu plus petite qui est située là-dedans. Ils ont mis ici un petit tiroir comme d'hab pour venir montrer qu'il y avait des accessoires. Waouh, j'arrache tout. Avec des coques. Donc si ça vous intéresse, hop, de toute façon je vous mets les liens dans la description. Donc ça, c'est plutôt sympathique, mon Tintin. Une grosse boîte dans laquelle on vient retrouver un bloc de charge. Alors un bloc de charge qui est assez marrant parce qu'en fait, votre smartphone, il est compatible charge 150 watts. Vous le rechargez très rapidement, vous lui remettez une grosse journée de charge en 10 minutes, seulement 10 minutes. Alors après, il faut transporter ce bousin avec vous. Ça, c'est quand même énorme.
mais pour autant, vous manquerez jamais rien. Ça pèse plus lourd que le smartphone en lui-même, hein, je vous le dis quand même. Donc vous le mettez au fond d'un sac, vous faites les épaules, faites le bras, faites ce que vous voulez. Mais le truc qui est très surprenant, c'est qu'en fait, ce bloc de charge, c'est un bloc de charge 160 watts et on vous le marque, c'est de la SuperVOOC. Alors, ce SuperVOOC, je sais pas si ça vous parle, la SuperVOOC, c'est le nom de la charge chez Oppo. Donc, une fois de plus, ces smartphones s'oppoisent tout doucement et il y a des choses qu'on vient mutualiser pour des questions de coût, de R&D, ce dont je vous ai déjà parlé. Alors, on garde le cordon rouge, on garde un design, mais on est sur la techno de charge propriétaire Oppo SuperVOOC. Et ça, c'est pas tout nouveau, hein, ça vient pas d'arriver, c'est déjà le cas. Par contre, point positif, vous avez un bloc de charge très rapide ici, donc si vous voulez recharger votre smartphone très rapidement, vous pouvez le faire et on le voit que même le câble, lui, eh bien, vous voyez, il se détend pas, il se détord pas, il n'est pas hyper flexible par rapport à d'autres petits câbles que je pourrais avoir. Alors ça, c'est un peu du câble de merde, hein, mais si vous regardez les sections de câbles, on n'est pas sur la même chose, quoi. Je veux dire, là, on est sur du câble hyper sérieux et ça bouge pas, quoi. J'ai presque l'impression d'avoir un fil de fer à l'intérieur, tellement c'est rigide, mais bon, ça laisse présager de l'épaisseur du fil pour faire circuler justement, eh bien, une charge beaucoup plus costaud. Donc bon, franchement, ça c'est cool. Donc une charge très rapide. Alors ça le recharge effectivement très rapidement, ça c'est un très bon point. En plus, ils ont fait plein de choses derrière pour venir protéger la charge et pour pas que ça vienne flinguer votre batterie. Donc il y a aussi un côté qui est extrêmement rassurant. Donc ça c'est bien, c'est rapide, c'est des choses qui sont très bien maîtrisées du côté de Oppo et de OnePlus fatalement ici au niveau de cette charge là. Donc ça c'est bien. C'est un smartphone qu'on peut trouver dans deux couleurs. Alors là je l'ai en vert, j'aime bien ce petit vert, je le trouve très joli. Un petit vert brillant, attention, qui prend un peu les traces de doigts, mais bon, comme je vous le dis, je vous le redirai, venez penser à protéger votre smartphone pour éviter les déconvenus. Donc bon, comme ça, même si vous avez un joli dos, il faut quand même venir faire un peu gaffe. Et là où on voit aussi le côté Oppo, hein, qui est très présent, c'est que vous avez le dos qui est légèrement incurvé pour remonter vers le bloc photo. Ça me fait penser quand même au Find X5 Pro, hein, ça très clairement, hein, ce genre de petit virage qui vient là. Alors le module photo, pour autant, c'est bien le module photo signé qu'on retrouve du côté du OnePlus 10 Pro. Donc bon, avec le OnePlus 10T, il y a une vraie cohérence de gamme. J'aime bien cette couleur, elle existe également en noir si vous voulez un truc un petit peu plus sobre. Moi, comme ça, je trouve très joli. La prise en main est bonne, c'est un grand smartphone, attention, hein. Capteur d'empreinte digitale qui est un peu en bas. Quand vous le tenez comme ça, on vient le chercher comme ça pour venir déverrouiller. C'est le truc qui est un peu relou. Bon, on s'y fait à la longue. Après, positionnement du bouton là est plutôt cool. Vu ça, là, comme il est positionné, j'aurais préféré avoir un petit capteur sur la tranche. Comme ça, je m'embêtais pas et je prenais pas le risque de le faire tomber. Vous voyez, c'est le truc un peu con. Ça déverrouille très rapidement. C'est de l'optique, ça marche bien. On a un écran, c'est du fluide AMOLED. Bon, c'est un écran AMOLED. Vous avez ici un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors, c'est un smartphone qui coûte 729 €. À partir de 729 €, je vous donnais tous les tarifs tout à l'heure. Mais il y a un truc qui est un peu relou, je trouve, à ce tarif-là. Vous avez bien un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Regardez, c'est écrit ici, élevé 120 Hz. Mais ce n'est pas de l'adaptatif. Ça veut dire qu'il va pas venir changer lui tout seul automatiquement à faire le boulot. Donc, soit vous le laissez en 120 Hz tout le temps en vous disant, bah écoutez, je laisse du 120 Hz, c'est fluide en permanence. Même si j'ai pas besoin de 120 Hz, bah j'ai quand même du 120 Hz. Alors, tout en sachant que ça vient taper un petit peu dans la batterie de votre smartphone, le 120 Hz. Mais bon, vous avez ça à côté. Donc, bon, quelque part, on s'en fout un peu. Sinon, vous tombez en 60 Hz. Donc ici, il va pas faire le switch intelligemment et automatiquement entre du 90 Hz, du 60, du 100 Hz. Il le fera pas. C'est à vous de venir le faire. Donc c'est vrai que ces trucs, on se dit, ah, c'est un petit peu relou quand même sur un smartphone comme celui-là de ne pas avoir ça. À ce prix-là, une fois de plus, 729 €. Au-delà de ça, je trouve plutôt pas mal, hein. On a une grosse diagonale de 6,7 pouces, un écran qui est compatible HDR10+, un milliard de couleurs. Bon voilà, après très joli dalle, bien maîtrisé ici, donc pas de souci. Donc si vous voulez effectivement regarder des films, des séries, vous avez ce qu'il faut. On a en plus un écran qui est plat, qui est plutôt bien fait. Alors attendez, si on se met comme ça et qu'on vient dans les paramètres pour que vous voyez, il y a aussi un très beau boulot qui est fait parce que je trouve qu'il y a une très jolie symétrie entre le haut et le bas. Vous n'avez pas un grand menton, donc un écran qui est aussi très joliment intégré directement à ce smartphone-là. Haut-parleur, pas dégueu. Vous avez donc votre haut-parleur ici, le deuxième qui est en renfort là. Et franchement, il y a du son, hein. J'ai mis à fond. Lorsque je jouais à des jeux, je regardais des films, à des séries, ça envoie quand même un peu de bouse, hein, l'histoire, hein. Regardez. Ouais. Ça envoie, hein. Alors celui-là est un peu plus faiblard, mais c'est normal. Mais dans l'ensemble, si vous voulez déjà profiter d'une bonne expérience comme ça envoie du pâté. Après, vous avez quand même du Bluetooth 5.2. Vous pouvez venir m'appairer tout ce que vous voulez en termes d'écouteurs, en termes de buds, en termes de câbles. Vous êtes plutôt à la cool. Alors bien évidemment, il n'y a pas de prise jack, hein, ici, hein, ni en haut, ni en bas, on s'en doutera. Ça aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et puis on va avoir des codecs, du USB-C, de la PTX HD, on va avoir du LDAC, on va avoir du AAC également. Alors maintenant, la question qu'on va tous se poser en chœur, hein, tous ensemble, j'entends vous la poser. Ok, c'est bien, mais est-ce que c'est un smartphone qui est performant? La réponse est oui, c'est un très grand oui, c'est un très beau oui. Et ça reste vraiment dans l'ADN de ce que fait OnePlus depuis des années. C'est-à-dire proposer une fiche technique surboostée, très boostée. Et là, ça reste exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui le meilleur processeur existant sur le marché ici, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est très bien, qui marche vachement bien, qui ne chauffe pas. Vous pouvez venir jouer à des jeux. Alors, vous sentirez un léger truc, mais ça chauffe pas par rapport au Snapdragon 8 Gen 1. Donc là, on est quand même vachement mieux. Vous avez soit 8, soit 16 Go de RAM. La techno, elle est très bonne. C'est de la LPDDR5. Et vous avez soit 128, soit 256
256 Go de stockage en UFS 3.1. Autant vous dire qu'ici, vous avez une formule magique au niveau de ce triptyque qui ira très très bien et qui marchera bien. Donc il y a des choses qui sont plutôt cool, tout en sachant qu'ici, on a une batterie de 4800 mAh qui tiendra bien un jour et demi. Ça va dépendre de vous, de vos usages et compagnie, sans connaître l'histoire. Mais comme on a ce truc-là, on est peinard. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a une fois de plus des choix qui ont dû être arbitrés, c'est-à-dire que vous n'avez pas de recharge sans fil. Il n'est pas compatible recharge sans fil. Il y a quelques années, c'est un peu l'histoire que nous racontait OnePlus. Il nous disait oui, mais nous, on veut pas la mettre parce qu'on n'y croit pas, parce que la recharge sans fil n'est pas assez rapide. Ils nous racontaient cette histoire parce qu'en fait, ils l'intégraient pas. Et je pense parce qu'ils voulaient maîtriser leur coût. Et là, ils se sont dit bon, bah, on va la mettre. Sauf qu'aujourd'hui, sur ce produit-là, ils la mettent pas parce que je pense que ça leur coûte aussi un peu cher et qu'il faut bien maîtriser les coûts au maximum pour augmenter la rentabilité du produit, peut-être éviter de perdre de l'argent. J'en sais rien. Une fois de plus, je peux dans les petits papiers. Mais en tout cas, ça me semble être assez logique. Donc ici, pas de charge sans fil. Donc si vous êtes accro de la charge sans fil, non. Par contre, si vous aimez la charge rapide, la réponse est oui. Autre gros point positif ici qu'on vient retrouver, c'est l'expérience logicielle. Ici, on est sur Oxygen OS. C'est l'expérience Android signée OnePlus. Sur un Android 12 là pour l'instant. Regardez, lorsque je viens là, hop là, je vais avoir toute cette partie là avec la personnalisation que je peux avoir par OnePlus. De l'autre côté, hop, j'ai mes paramètres. Ok, plutôt bien. Mon tiroir d'application. Bref, vous connaissez l'histoire, c'est de l'Android, ça marche bien. Autre sujet qui est aussi super important, c'est toute la partie de la photo. Alors vous le voyez, on a 3 modules photo à l'arrière. Un grand angle, un ultra grand angle et de la macro. Ok, alors le grand angle, vous allez voir que c'est un capteur très standard. C'est le capteur haut de gamme de Sony cette année, c'est un 50 mégapixels. C'est la Sony MX766, on la retrouve partout sur le marché. Ce capteur aujourd'hui, il est dans les hauts de gamme, il est globalement un peu partout. Donc vous avez un très joli capteur. L'ultra grand angle, ils ont fait des choix, ils nous ont mis un 8 mégapixels et vous allez voir que franchement, ils auraient pu s'abstenir ou faire un peu mieux. Bon, peut-être que du soft à venir moduler. Et puis la macro en 2 mégapixels, c'est vraiment histoire de se marrer. On va regarder le résultat, mais vous allez voir que réellement ici, vous avez un vrai capteur. Le reste, c'est sans d'en mettre d'autres. Alors vous avez bien évidemment une caméra de selfie à l'avant qui est juste là. Ça, je me mets bien dans le cadre, sinon ça marchera pas. On est sur un 16 mégapixels, tout ce qui est le plus standard. On peut venir faire de la vidéo jusqu'en 4K, 60 images par seconde. Bon, ok, voyez. Donc bon, de ce point de vue-là, il n'y a rien de bien surprenant. Alors regardons voir ce que ça donne en réalité dans les photos. On va commencer par la nuit. On va se balader la nuit, on regarde. Alors regardez, moi je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mauvais. J'ai tout shooté au grand angle parce que la nuit, l'ultra grand angle, on oublie la macro. On va pas s'amuser à venir shooter à la macro. Alors je suis pas venu zoomer parce que bon, la photo de nuit, on va éviter de déconner, on reste comme ça. Et je trouve que c'est quand même globalement plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a des lumières ici qui sont quand même vachement bien maîtrisées par l'algorithme. Les lumières là et là, c'est très très bien. Alors c'est toujours un peu chaud, hein, c'est un peu jaune. Déjà on a cette pierre là à Paris et puis surtout ces éclairages qui viennent réchauffer. C'est la nuit, hein. Rien de bien déconnant, mais ça reste bien maîtrisé. Vous voyez, même au niveau de l'arbre, au niveau des contours, on voit bien la branche là. Moi je trouve ça pas mal. Hein. Continue, regardez ici c'est pareil, rien à redire, ça me va bien. On voit bien aussi les lumières au fond, il n'y a rien qui dégueule. Bon, ça marche. Alors ici c'était un peu plus dur avec cette lumière là. Bon, je pense par rapport à mon positionnement, mais dans l'ensemble, ça me dérange pas. La même chose ici, je trouve ça assez joli, plutôt bien fait. C'est très convenable, hein. Ça marche vraiment bien pour de la photo de nuit. Là c'est pareil parce que j'ai choisi une lumière au-dessus, donc je pense que ça a mis un peu le bazar. Ce que je vais venir le reprocher, c'est des fois que ça vient sursaturer un peu l'histoire. Là c'est l'éclairage que vous avez place des Vosges, c'est-à-dire que l'éclairage il est coloré et ça vous teinte là tout le sol, même les cailloux, vous voyez c'est la même chose là. Même la terre ici, là vous voyez, elle est un peu teintée et là c'est trop saturé. Donc par moment, je vais trouver qu'il va venir me saturer un peu trop l'histoire et je trouve ça un peu dommage. Ça c'est une photo prise à la main directement. On a 2 secondes de pause longue, on voit quelques petites étoiles. Bon, ok. Là il est posé sur un trépied. Là on a du 30 secondes hein, d'expo. On voit un peu mieux les étoiles, le ciel est un peu mieux maîtrisé. La même chose pour là, je l'ai refaite sur une pause longue un peu mieux orientée. Je trouve ça assez joli quand même hein, dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal. La même chose ici. Alors là ce n'est pas une étoile filante, hein, c'est un hélicoptère qui passait. Pareil ici, je trouve ça plutôt bien fait. Donc les photos de nuit en règle générale, je trouve bien. Je trouve par moment un petit peu trop saturé et c'est ce que je vais venir reprocher. Et là c'est pareil sur la photo de jour, c'est ce que je vais venir lui reprocher. Je la trouve trop saturée. Je trouve que le bleu du ciel est beaucoup trop bleu. Je trouve que des fois le vert est un peu trop vert. Il y a un côté un peu trop flatteur et sur la photo comme ça, il faudrait venir un petit peu ajuster quand même la saturation sur le grand angle et l'ultra grand angle. Et là il y a un truc, je sais pas si ça vous saute aux yeux, mais l'ultra grand angle il manque de piqué, mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'il y a un côté un peu légèrement flou, légèrement voilé et waouh, ça c'est dommage. Alors je suis venu zoomer un peu x2, x5 jusqu'à x10. On va pas trop s'y amuser parce qu'on n'a pas de téléobjectif ici. Donc là c'est pareil, c'est le grand angle et ça marche, c'est correct comme ça ici. Mais là on a l'impression, regardez là, que c'est pas net en fait. Hein. On n'a pas énormément de piqué et il y a vraiment ce côté un peu manque de netteté que je trouve vraiment dommage. Là c'est pareil, c'est pas mal, on a du piqué sur le grand angle. Et dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, nom de Zeus, c'est le bordel absolu. Et voilà, il y a un vrai manque de piqué là-dessus. Là c'est pareil, je vais venir reprocher un poil trop de saturation. Bon, c'est pas the photophone, il fait des choses qui sont assez correctes sur le grand angle. Le reste, ça vous le voyez sur l'ultra grand angle, c'est à bannir. Ça c'est pas mal en termes de gestion des lumières, bien que je lui mets quand même un beau contre-jour là. La façade reste très visible, très claire, de l'autre côté ça marche. L'algo bosse quand même plutôt pas mal, mais là, regardez ça là, on a l'impression que c'est flou. Je sais pas si vous le verrez bien au travers de votre écran comme ça, mais on a du mal à lire, il y a un côté un petit peu flou. Manque de piqué, il y a un truc à venir reprendre. Là c'est pareil,
c'est la même chose. Donc autant la gestion des lumières, je la trouve pas mal, autant je trouve que c'est des fois trop saturé. Bon, j'ai essayé de m'amuser vite fait avec le mode macro, mais on oublie la macro ici. Hein. Les capteurs 2 mégapixels pour faire de la macro, c'est vraiment histoire de se marrer, c'est du marketing, pas plus, pas moins. Là, pareil, regardez, capteur grand angle, ça marche bien, l'ultra grand angle. Regardez le nom là, Barnes, on a l'impression que c'est flou. C'est très étrange, hein. Ça c'est vraiment le truc à oublier. Et la caméra de selfie, bon, ouais, c'est pas mal quoi. Mais histoire de, pas plus, pas moins. Bon, bien évidemment, on va avoir du NFC ici. Alors je vous donne les tarifs. Config 8 plus 128, on est à 729 € et 16 plus 256 à 829 €. La question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un smartphone que je peux venir vous recommander? Si oui, à quelle heure? Si vous cherchez de la performance, si vous aimez la marque OnePlus, si vous aimez le design et que vous voulez un smartphone qui est bien et qui est performant, vous avez un smartphone qui est bien et qui est performant, qui se recharge extrêmement rapidement. Donc si votre problématique à vous, c'est la performance, la puissance et le fait de ne jamais manquer de batterie, eh bien vous avez un truc qui est quand même plutôt pas mal et ça c'est un bon combo. Donc si maintenant vous voulez un smartphone avec un appareil photo polyvalent qui fera de bonnes photos assez réalistes, je pense pas que ce soit ce smartphone qu'il vous faille parce que, une fois de plus, il y aurait des choses à venir moduler au niveau de la saturation sur ce capteur principal, sur ce grand angle que je trouve pas super. C'est pas mal, hein, sauf si vous aimez les choses très saturées. L'ultra grand angle aujourd'hui, je peux pas le recommander. La macro, bon, non, mais c'est pas le seul, hein, donc je vais pas, voilà, non. Il n'y a pas de téléobjectif non plus ici. Ce que je vais venir lui reprocher aussi, c'est que vous n'avez pas de taux de rafraîchissement variable sur un smartphone qui est entre 729 € et un peu plus de 800 €. C'est un truc qui est aussi un peu problématique aujourd'hui, vous voyez. Donc bon, c'est un smartphone qui est pas mal, qui s'inscrit dans la lignée de ce que fait OnePlus, mais qui n'a pas la saveur de se dire waouh, ah, ils ont fait un truc de dingue. Ils ont fait un truc pas mal. Voilà, ils ont un truc qui est bien, qui est maîtrisé. Mais je pense que la concurrence aujourd'hui à ce tarif-là, elle est tellement rude. C'est pas le smartphone qui va faire la différence. Et je pense pas que c'est le smartphone qui va aider OnePlus à venir en vendre énormément et à avoir beaucoup de place dans les bacs. Et c'est dommage parce que c'est une belle marque, c'est une belle histoire. Mais bon, voilà. Autant j'avais bien aimé le OnePlus 10 Pro, autant le OnePlus 10T, je suis un peu plus mitigé cochon d'Inde, hein, comme on raconte. Voilà. Donc voilà mon retour sur ce smartphone. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, est-ce que vous aimez la marque, oui, non, tout ça. Moi j'aime la marque, hein, je continue à le dire. Je continue à croire à la marque. Je sais que c'est plus dur pour eux avec peu de produits aujourd'hui d'exister et de pouvoir être présent. Maintenant, il y a peut-être des correctifs logiciels qui vont venir arriver au niveau de la photo, c'est complètement possible. Mais au moment où je fais le test, j'ai la dernière mise à jour et voilà, je ne peux que constater. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.